La vie n'est faite que d'une succession de séparations et de rencontres. Au fond, tout se passe comme si nous passions l'essentiel de notre existence à naître. Savoir se séparer s'apprend. Cela s'apprend douloureusement, dans le désordre, le désarroi et la souffrance. Il y a les séparations inéluctables, normales, si ce mot a un sens, évidentes ou nécessaires, et puis il y a les séparations, les pertes accidentelles, les ruptures ou les abandons imprévus. Quelle que soit son origine, toute séparation nous déstabilise, nous ébranle, et d'une certaine façon nous fait violence. Je reviendrai sur ce dernier point qui me paraît central pour mieux comprendre notre propre existence. Une vie d'homme ou de femme n'est faite que d'une succession de rencontres et de séparations. Je devrais dire de séparations et de rencontres, car tout commence par une première séparation, sortir du ventre, quitter le nid, le cocon, l'univers bienveillant qui nous a accueillis pendant 9 mois dans le meilleur des cas. Toute existence humaine va se révéler ainsi un enchaînement de naissances, puisque naître et connaître suppose de se détacher d'un tout auquel nous étions jusqu'alors identifiés pour accéder à l'unicité et donc aussi, je le crois, plus de solitude. Exister signifie sortir d'eux, se séparer et donc se différencier. Et je vais parcourir avec vous quelques-unes des différentes naissances qui jalonnent toute vie. Sortir du ventre, ce sera la naissance biologique. La façon dont nous allons sortir du ventre de notre génitrice va dépendre pour beaucoup de la dynamique du désir dans laquelle nous avons été conçus. Est-ce que mes géniteurs avaient un désir d'enfant ou un désir d'adulte? Je différencie ces deux désirs. Un désir d'enfant sera de caractère infantile, et l'enfant issu de ce désir risque d'être un enfant jouet, un enfant objet, qui aura du mal à exister comme sujet. Est-ce que mes géniteurs voulaient mettre un enfant en route? Avaient-ils un désir d'adulte de donner la vie? Le désir de donner la vie est un désir complexe, fait du mélange et de la rencontre différée dans le temps de plusieurs désirs. Désir de concevoir, désir de porter dans son corps, dans son imaginaire aussi, un embryon, un fœtus, un bébé. Désir de le laisser sortir. Désir de l'élever, d'accepter qu'il grandisse, qu'il s'autonomise, qu'il puisse lui-même répondre un jour à ses besoins, qu'il puisse enfin nous quitter pour construire sa propre vie. La sortie du ventre, plus ou moins délicate, facile ou difficile, se jouera ainsi au-delà des composantes physiologiques sur ce plan-là. Combien de naissances au forceps par césarienne ne sont-elles que la résultante du conflit entre rester dedans, garder dedans ou sortir, accepter un lâcher-prise pour passer d'un univers aquatique à un univers aérien. Autre naissance, sortir de l'enfant imaginaire. Ce sera la naissance sexuée ou la naissance identitaire. Si je suis attendu comme fille et que j'arrive comme garçon, si j'étais espéré comme garçon et que je nais fille, je vais, dès les premières heures de ma vie aérienne, hors du ventre, inscrire en moi profondément plusieurs messages, que j'ai déçu papa ou maman, que je ne suis pas désiré tel que je suis, mais comme ils auraient aimé que je sois. Très tôt, comme bébé, petit enfant plus tard, je peux essayer de réparer cette déception, de diminuer le rejet éventuel en m'identifiant au désir dominant que j'ai perçu chez l'un ou chez l'autre de mes géniteurs. Je peux être ainsi
un garçon manqué, ou aussi une fille manquée, et tant que je resterai d'une certaine façon prisonnier de l'enfant imaginaire, attendu par mes géniteurs, je risque d'avoir du mal pour exister, pour construire une identité sexuée, solide et adaptée. Il faut savoir que la déception est toujours perceptible par le bébé, même quand elle est niée par les parents. Très souvent, la petite fille qui a entendu et reconnu le désir de sa mère ou de son père va tenter de s'y conformer en devenant un garçon manqué, et cette petite fille aura du mal à se reconnaître plus tard comme femme, avec des règles douloureuses, des malaises physiques, voire des difficultés à vivre sa sexualité. Je propose parfois aux ex-enfants piégés dans l'imaginaire de leurs parents une démarche symbolique qui consiste à restituer, avec un objet, poupée, symbole culturel, la déception et le désir qu'ils ont perçus chez l'un ou chez l'autre des géniteurs. Et de dire « Maman, papa, c'était votre désir que je sois un garçon. Au travers de ce poupon, je vous redonne votre propre désir. Je vais arrêter de m'y confermer. Avec ce mouchoir, maman, je te rends ta déception, ta tristesse de ne pas avoir eu de garçon, car je t'ai vu souvent pleurer sur cette déception. Dans cette boîte, il y a pour toi, papa, le mot « merde, encore une pisseuse » qui furent tes premiers mots sur moi, la maternité. Je te rends tout cela. C'est trop blessant pour moi. Une autre naissance sera de sortir et de dépasser l'ITPI, illusion de la toute-puissance infantile. Ce sera au fond la naissance à la relativité de toute chose. Tout bébé, dans les premiers jours, les premiers mois ou les premières années, va baigner dans une illusion dramatique, celle d'imaginer que le monde et l'univers entier tournent autour de ses besoins, que l'autre, les autres, sont là pour répondre à tous ses désirs, ce qui va être le cas dans un premier temps. Et il est difficile pour certaines mamans de résister aux exigences, voire à la tyrannie de certains enfants qui réclament satisfaction immédiate et totale, et à leurs besoins et à leurs désirs. Et c'est d'ailleurs de cette collusion chez beaucoup de parents entre satisfaction des besoins et satisfaction des désirs qui va nourrir cette fameuse ITPI, illusion de la toute-puissance infantile. Renoncer à l'ITPI ou lui donner une place plus modeste est une des naissances les plus structurantes dans le développement d'un être humain. Mais avant même d'arriver à la sortie du ventre, il semble, pour beaucoup d'entre nous tout au moins, que nous ayons eu à affronter une séparation peut-être plus tragique et dont on parle moins parce qu'elle est méconnue et masquée, celle d'avoir perdu un double gémellaire. Il semble en effet que dans beaucoup de cas, au moment de la conception, il y ait eu 2 œufs fécondés. L'un restera viable et l'autre, non viable, sera évacué. Fausse couche invisible et masquée par une mini-hémorragie, une perte de sang, qui inquiète la mère et l'entourage, qui leur fait craindre la perte de l'enfant apparent, et qui masque d'autant plus la perte de l'enfant non reconnu, qui disparaît ainsi silencieusement. Parfois il n'y a même pas d'hémorragie, et cette perte se fait dans la méconnaissance absolue, totale, de la mère et de tout son entourage. Et pourtant pour chacun d'entre nous, il semble que cette cohabitation infime ou immense qui n'a duré que quelques semaines laisse des traces inoubliables dans la mémoire cellulaire de chacun, et que plus tard, enfant, nous gardions la nostalgie douloureuse de ce jumeau inconnu où, devenu adulte,
nous risquons d'aller rechercher désespérément, pathétiquement, ce double de notre moi, cette ombre de notre lumière. Et certains d'entre nous peuvent rester ainsi toute leur vie habités par un sentiment de non-vie ou de culpabilité d'avoir survécu à cette étrange loterie intra-utérine dont la part de mystère va nous angoisser longtemps. Une autre des naissances sera de sortir des croyances et des injonctions des missions attribuées. Ce sera la naissance plus tardive à l'autonomie et à la structure personnelle intime. Dès le début de notre vie, nous baignons dans un ensemble de croyances issues de l'histoire familiale et personnelle de chacun de nos géniteurs. Mais nous pouvons aussi accéder à nos propres croyances en prenant le risque de nous positionner, de nous affirmer sans avoir l'approbation ou l'accord de nos parents ou de nos proches. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.